Bonjour tout le monde. Je vous présente dans ce cours les voies excrétrices de l'urine. Concernant l'appareil urinaire, vous aurez 3 cours: les reins, les voies excrétrices de l'urine, la vessie et l'urètre. On commence par l'introduction. Donc, les voies excrétrices de l'urine sont toutes les voies qui conduisent l'urine du rein, qui est le lieu de formation et lieu de sécrétion, vers la vessie, qui est le réservoir, le lieu de collection. Donc, les voies excrétrices de l'urine sont des voies qui conduisent, qui véhiculent l'urine formée dans le rein vers la vessie qui est le réservoir. Elles sont constituées par numéro 1, petit calice ou calice mineur. Numéro 2, calice majeur ou grand calice. Le bassinet, numéro 3, et l'urètre. L'urètre, pas l'urètre, l'urètre. Voilà les voies excrétrices de l'urine. On les trouve dans le sinus. Le rein est formé par une partie médulaire et une partie corticale et un sinus, une cavité creusée à l'intérieur du rein. On commence par les calices, calice mineur et calice majeur. Voilà une coupe frontale du rein, le sinus, la partie corticale, la partie médulaire, et la partie corticale. La partie médulaire est formée par les pyramides rénales ou pyramides de Malpighi et les pyramides de Ferrin. La médulaire, on a entre les pyramides de Malpighi les colonnes de Bertin et entre les pyramides de Ferrin ou les irradiations médulaires, on les appelle pyramides de Ferrin ou irradiations médulaires, entre lesquelles on trouve le labyrinthe. La pyramide de Malpighi, comme son nom indique, c'est une pyramide qui a une base et un sommet. Le sommet est représenté par la papille rénale. La pointe de chaque papille rénale, qui est la pointe du pyramide de Malpighi, est coiffée par un conduit, comme vous voyez, en forme d'entonnoir, qui est très fin, appelé petit calice. Ça, c'est un petit calice, celui-là est un petit calice, et ainsi de suite. Donc, chaque pyramide de Malpighi a une pointe qui est appelée papille rénale. Chaque papille rénale est coiffée par un calice mineur ou le petit calice. La réunion de 2 ou 3 petits calices donne le calice majeur ou le grand calice. Ça, c'est un grand calice. Celui-là est un grand calice ou calice majeur. Donc, la réunion parfois de 2 petits calices ou de 3 petits calices donne le calice majeur. Il a aussi la forme d'entonnoir, comme vous voyez. Il en existe normalement 3 par rein. On a 3 calices majeurs par rein. Voilà, petit calice et au calice mineur et calice majeur. Celui-là est formé par la réunion de 3 calices mineurs et celui-là est formé par la réunion de 2 calices mineurs. Le bassinet est formé par la réunion des calices majeurs, les 3 calices
majeur. C'est un réservoir aussi en forme d'entonnoir localisé à la hauteur du île. Le île du Rhin, c'est la porte du Rhin. C'est une ouverture qui mène vers le sinus du Rhin. Donc le bassinet, sa situation, son niveau, il est situé à la hauteur du île. Il s'ouvre dans l'urtère. Donc le bassinet se continue par l'uretère. Les uretères, donc on a vu les voies excrétrices de l'urine, les calices, calice mineur, calice majeur, bassinet et uretère. Les uretères, on va les détailler. Les uretères, c'est un organe qui est pair. Chaque uretère fait suite à chaque rein. Pour le plan, on a une définition, anatomie descriptive, moyen de fixité, rapport, vascularisation, innervation et anomalie. Voilà les deux uretères qui conduisent les urines des reins vers la vessie. Les uretères sont deux longs conduits musculo-membraneux contractiles. Sont deux conduits, c'est un organe pair. La constitution est musculaire et membranaire, contractile, qui se contracte pour propulser, pour conduire les urines. Vous les voyez ici sur une urographie intraveineuse. Voilà les petits calices, les grands calices, le bassinet et les uretères. C'est une radiographie de l'appareil urinaire, bien sûr après injection du produit de contraste. On injecte au malade un produit qui est appelé produit de contraste pour qu'on puisse visualiser l'appareil ou le haut appareil urinaire, ou les voies excrétrices de l'urine. Il est intermédiaire entre le bassinet et la vessie. Donc c'est l'énite, le bassinet en haut et la vessie en bas. L'anatomie descriptive, on a origine, trajet et terminaison. L'origine, c'est la limite supérieure, c'est le sommet du bassinet à la hauteur du processus transverse de L2, la deuxième vertèbre lombaire. Donc, l'origine de l'urtère et le processus transverse de L2. Le niveau, c'est au niveau du processus transverse de L2. Le trajet, on divise l'urtère en 4 parties, 4 segments. La partie lombaire, dans la région lombaire, verticalement ascendante, cette partie, jusqu'aux crêtes iliaques. Voilà, cette partie est la partie lombaire. C'est logique, il descend dans la région lombaire jusqu'aux crête iliaque. La crête iliaque, c'est le bord supérieur de l'os iliaque. La deuxième partie, c'est la partie iliaque, concave en avant de l'os iliaque. Pour ça, elle est appelée région ou portion iliaque. Partie pelvienne, dans le pelvis, dans la région pelvienne, où se trouvent les organes pelviens. Concave en avant et en dedans jusqu'à la vessie. La partie pelvienne, c'est au-dessous du détroit supérieur, au-dessous de l'orifice supérieur du bassin. La cavité pelvienne a 2 orifices. Un orifice supérieur, c'est le détroit supérieur, et un orifice inférieur, c'est l'orifice qui est fermé par le périnée. Donc les organes pelviens se trouvent dans la cavité pelvienne, juste au-dessous du détroit supérieur qui est l'orifice supérieur du pelvis ou de la cavité pelvienne. Cet orifice, bien sûr, il est limité en avant par le pubis et latéralement par les lignes arquées
ou les lignes innominées, vous vous rappelez de l'os iliaque. Et en arrière par le promontoire qui est la base de l'os sacrum. Le sacrum, c'est un os pyramidal. Il a une base et un sommet, une pointe. Donc le sommet est appelé promontoire. Voilà les limites du détroit supérieur qui représente l'orifice supérieur du pelvis, au-dessous duquel se trouvent les organes pelviens. Donc la partie pelvienne de l'urtère se trouve dans la cavité pelvienne. Elle descend, comme vous voyez, elle est concave en avant et en dedans jusqu'à la vessie. La partie vésicale, l'urtère se termine au niveau de la vessie. Il s'ouvre au niveau de la vessie. On va détailler après chaque segment à part. Voilà les 4 segments de l'urtère, la partie lombaire, la partie iliaque, la partie pelvienne dans le pelvis et la partie vésicale. Ça, c'est la vessie, en arrière de laquelle, ça c'est l'appareil génital féminin. Donc on a le vagin, le P, et au-dessus duquel se trouve l'utérus, et la partie terminale du tube digestif. On a ici le rectum. Dans la cavité pelvienne, on trouve le rectum, la vessie. Chez l'homme, en plus chez la femme, on trouve le vagin et l'utérus. Regardez la partie pelvienne dans le pelvis et la partie vésicale qui se termine dans la vessie. La terminaison, l'urtère s'ouvre dans la vessie à l'ostéum de l'urtère, le méa urétral, le méa urétéral. Donc la terminaison, il se termine par un orifice qui s'ouvre bien évidemment dans la vessie. L'anatomie descriptive toujours, la configuration externe, c'est un long conduit, il est long, pair, on a 2 urotères, et rétropéritonéal. C'est un organe qui se trouve dans la région rétropéritonéale, en avant duquel on trouve le péritoine pariétal postérieur pour la région, les parties hautes, et en bas dans la partie pelvienne, il est en arrière ou en dehors du péritoine de la partie pelvienne. Parce que pour le péritoine, au niveau de l'abdomen, on parle des organes péritoniaux et rétropéritoniaux. Pour le pelvis, on a des organes sous-péritoniaux. Sa couleur est blanchâtre. La consistance, c'est un organe qui est ferme, c'est pas mou. Il est animé de mouvements péristaltiques réguliers caractéristiques. C'est un organe contractile, animé de mouvements péristaltiques, pour conduire les urines vers la vessie. Les dimensions, sa longueur est de 25 à 32 cm, le diamètre est de 3 à 5 mm, avec 2 rétrécissements. Il se rétrécit au niveau de détroit supérieur, qui est l'orifice supérieur du pelvis, et à l'entrée de la paroi vésicale. Donc deux rétrécissements, le diamètre il diminue au niveau du détroit supérieur, regardez le rétrécissement ici, et à l'entrée de la paroi vésicale. La fixité, c'est un organe rétropéritonien. Voilà une coupe horizontale. Vous voyez ici les gros troncs vasculaires, la aorte abdominale et la veine cave inférieure, le rein, l'urtère, la paroi postérieure, et ça c'est le péritoine pariétal postérieur. Donc l'urtère est un organe rétropéritonien, il est situé dans la région rétropéritoniale avec les reins et les gros vaisseaux.
Il est maintenu en place par ses deux extrémités. C'est un organe qui est fixé par ses deux extrémités, bassinet en haut et vessie en bas, et par le péritoine pariétal postérieur. Les rapports. On commence par la portion lombaire. La portion lombaire dans la région lombaire. En arrière, il répond successivement au muscle psoas-iliaque. Regardez, il est juste derrière lui. Le nerf génitocrural, ou génitofémoral, pardon, c'est un nerf sensitif qui émerge du plexus lombaire. Et les processus transverses des 3 ou 4 dernières vertèbres lombaires. Donc si on va de l'arrière vers l'avant, on a, pour les rapports postérieurs, les processus transverses des 3 ou 4 dernières vertèbres lombaires, le muscle psoas-iliaque et le nerf génito-fémoral ou génito-crural. Ça, c'est pour les rapports postérieurs, les rapports qui sont en arrière. Latéralement, et de haut en bas, on a le bord médial du rein. Le bord médial du rein est un rapport latéral de l'urtère, à droite comme à gauche. À droite, on a le côlon ascendant et le séco-appendice. À gauche, on a le côlon descendant. Donc les rapports latéraux diffèrent à droite et à gauche. À droite, donc ils ont un rapport commun. Chaque urtère est en rapport latéralement avec le bord médial du rein. Voilà le bord médial du rein gauche et le bord médial du rein droit. Les autres rapports latéraux, à droite, on a le côlon ascendant et le séco-appendice, et à gauche, on a le côlon descendant. Médialement, à droite, voilà l'urtère droit. À droite, il est en rapport avec la veine cave inférieure. À gauche, il est en rapport avec l'aorte abdominale. Voilà l'urtère gauche. À gauche, il est en rapport avec l'aorte abdominale. Il reste les rapports antérieurs. En avant, on a les vaisseaux gonadiques. Regardez, ils croisent les urtères. À gauche, ils ne se sont pas mentionnés, les vaisseaux gonadiques sont pairs, à droite comme à gauche. Les vaisseaux gonadiques sont ovariens chez la femme et testiculaires, c'est-à-dire artère ovarienne et veine ovarienne chez la femme. Chez l'homme, artère et veine testiculaires. Ce sont des rapports antérieurs pour les urtères. En plus, à droite, les rapports antérieurs, quand vous voyez, regardez, D2, la deuxième portion du duodénum, et la partie externe de la troisième portion du duodénum. D2 et la partie externe de D3 passent en avant, se trouvent en avant de l'urtère droit, pas l'urtère gauche. On a le deuxième duodénum et la partie externe du troisième duodénum sont aussi des rapports antérieurs de l'urtère droit. Toujours à droite, le troisième segment de la racine de mésentère. La racine de mésentère, le méso qui relie l'intestin grêle à la paroi postérieure, a une racine, un bord pariétal qui a 3 segments, supérieur, moyen et inférieur, ou 1, 2, 3. Le troisième segment est un rapport antérieur de l'urtère droit. Donc, si je récapitule pour les rapports antérieurs, pour les deux à droite comme à gauche, les deux urtères droit et à gauche, les rapports antérieurs sont représentés par les vaisseaux gonadiques.
En plus, à droite, on a D2 et D3 et le troisième segment de la racine du mésentère. Ça, c'est pour la portion lombaire. La portion iliaque, en arrière, c'est bon, on a terminé avec la portion lombaire, on passe à la portion iliaque, celle-ci. En arrière, on a les vaisseaux iliaques qu'ils croisent obliquement. Donc les urtères croisent obliquement les vaisseaux iliaques. Regardez à droite, ils croisent les vaisseaux iliaques. Donc, après la bifurcation, à gauche, ils croisent, l'urtère gauche croise l'artère iliaque commune gauche. Latéralement, on a le psoas iliaque et le génitocrural. C'était un rapport postérieur en haut pour la portion lombaire. En descendant, regardez, ils deviennent des rapports latéraux. Pour la portion iliaque de l'urtère, en arrière de lui se trouvent les vaisseaux iliaques et latéralement, on a le psoas iliaque et le nerf génitocrural. Les vaisseaux gonadiques aussi, regardez, c'était des rapports antérieurs, puis pour la portion iliaque, ils vont se diriger vers les organes génitaux, testicules ou ovaires, et deviennent des rapports latéraux. Donc les rapports qui étaient postérieurs et antérieurs pour la portion lombaire deviennent des rapports latéraux pour la portion iliaque. Regardez latéralement, on a le muscle psoas iliaque et le génitocrural et les vaisseaux gonadiques. S'ils continuent comme ça à descendre, ils deviennent des rapports latéraux de la portion iliaque. Médialement, le promontoire. Médialement, le rapport est commun, on est en bas. Le promontoire qui est la base de l'os sacrum. Ça, c'est l'os sacrum. Il a la forme pyramidale comme vous voyez. Il a une base qui est le promontoire et un sommet ou une pointe. Donc, pour la portion iliaque, médialement, les rapports sont plus ou moins faciles. En arrière, on a les vaisseaux iliaques. Latéralement, muscle psoas iliaque, nerf génitocrural et vaisseau gonadique. Médialement, on a le promontoire. On passe à la portion pelvienne. La portion la plus compliquée pour l'urtère, c'est la portion pelvienne. Il a des rapports intimes concernant sa portion avec les organes du pelvis, les organes pelviens. C'est pour ça qu'il faut faire attention lors de la chirurgie pelvienne. Surtout la chirurgie gynécologique. Je vous explique après. L'urtère chemine dans l'espace sous-péritonéal. En haut, l'urtère était rétro-péritonéal. En bas, dans le pelvis, il chemine dans l'espace, il est sous-péritonéal. Il chemine dans l'espace sous-péritonéal pelvien. Il présente deux segments. Un segment pariétal. Il est en rapport pariétal par rapport à la paroi. Il est en rapport avec la paroi pelvienne et un segment viscéral qui est en rapport avec les viscères du pelvis. Au niveau du pelvis, le péritoine, imaginez qu'on a une table comme ça sur laquelle se trouvent des choses. Le péritoine, imaginez-le comme un drap posé sur les choses. Ils sont sous-péritonéaux. Ils recouvrent les organes, le rectum, la vessie, l'utérus, et forment des culs de sac entre les organes. Des culs de sac. Mais sinon, les organes sont sous-péritonéaux. Avec un détail
détails après pour la femme, le ligament large. Je vous explique au cours du cours. Pour l'urtère pelvien, il y a une différence entre la femme et l'homme. Pour les deux autres portions, lombaire et iliaque, les rapports sont presque les mêmes, mais pour la partie pelvienne, il y a une différence entre les deux sexes. Chez l'homme, on a dit pour le segment pelvien, on le divise en deux parties, segment pariétal en rapport avec la paroi pelvienne et segment viscéral en rapport avec les viscères. Le segment pariétal, regardez ça, c'est une vue endopelvienne droite. Voilà une vue du sacrum, une vue latérale du sacrum, médiale du sacrum, et une vue médiale de la partie inférieure de l'os iliaque. L'artère iliaque commune qui se divise en artère iliaque externe et artère iliaque interne, ou artère hypogastrique qui donne des branches collatérales pour les organes pelviens. L'urtère descend en avant, comme vous voyez, descend en avant de l'artère iliaque interne. On a l'artère iliaque interne et en avant d'elle descend l'urtère. Il est placé, donc en dehors, il est en rapport avec la paroi pelvienne, celle-ci, qui est formée par une partie osseuse, la partie inférieure de l'os iliaque, bien sûr tapissée par des muscles. La paroi, c'est un os avec des muscles. Les branches de l'artère iliaque interne, regardez, elles sont situées en dehors. Imaginez le bassin à la paroi pelvienne, on a à droite comme à gauche. Donc l'urtère descend, regardez, en avant de l'artère iliaque interne, et on a la paroi pelvienne ici et la paroi pelvienne de l'autre côté. La paroi pelvienne est un rapport latéral de l'urtère, ça c'est l'urtère par exemple, regardez. La paroi pelvienne est un rapport latéral et les artères, les branches collatérales de l'artère iliaque interne sont aussi des rapports latéraux. L'urtère se trouve en dedans de la paroi pelvienne et des branches de l'artère hypogastrique. Il se place en dedans, parmi ces branches, il se place en dedans de l'artère génito-vésicale. Génito-vésicale, c'est une artère qui se dirige vers la vessie et vers les organes génitaux internes de l'homme. Voilà le rapport intime avec l'artère génito-vésicale. Toujours en dehors, on a aussi le nerf obturateur. En dedans, pour l'urtère droit et l'urtère gauche, en dehors, on a cavité pelvienne à droite et cavité pelvienne à gauche, la même chose. Les branches de l'artère hypogastrique, on cite surtout l'artère génito-vésicale, en dedans, les rapports sont les mêmes. Voilà une coupe frontale passant par le rectum, voilà l'urtère pelvien, en dedans duquel se trouve le rectum. Le rectum. Donc il répond au rectum, bien sûr pas directement, séparé par le cul-de-sac pararectal, pas le cul-de-sac de Douglas. Le cul-de-sac de Douglas se trouve en avant du rectum, entre le rectum et la vessie chez l'homme, et entre le rectum, la vésicule séminale chez l'homme, et entre le rectum et l'utérus chez la femme. Ici, le cul-de-sac pararectal, c'est de part et d'autre. On a le rectum au milieu, il y a le cul-de-sac latéral, pararectal. Et au milieu, il y a l'urtère. Donc l'urtère, il est en rapport en dedans avec le rectum par l'intermédiaire de cul-de-sac qui est le péritoine. Le cul-de-sac pararectal. Ça, c'est pour le segment pariétal. Segment pariétal en dehors, paroi pelvienne avec les branches de l'artère hypogastrique. On cite surtout l'artère génito-vésicale. En dedans,
et le nerf obturateur, en dedans le rectum par l'intermédiaire du cul-de-sac pararectal. Pour le segment viscéral, avec les viscères, voilà, ça c'est une vue postérieure de la vessie, ça c'est le péritoine pariétal. Ici on a le canal déférent avec l'ampoule différentielle, la vésicule séminale, c'est une glande génitale, là, on a deux, c'est pair, et la prostate, c'est une glande génitale aussi. Donc le segment, et voilà l'urtère, sa partie pelvienne viscérale, en rapport avec les viscères. En haut, on a le péritoine et le canal déférent, les rapports supérieurs, le péritoine et le canal déférent. Le canal déférent, c'est celui-là. Ça, c'est le canal déférent. C'est une voie spermatique. C'est un conduit qui véhicule, qui conduit les spermatozoïdes de l'épidédyme ou du testicule vers le conduit éjaculateur qui s'ouvre, qui traverse la prostate. Ça, c'est l'appareil génital masculin qui traverse le conduit qui traverse la prostate et s'ouvre dans l'urètre prostatien. Je vous explique. Chez l'homme, l'appareil génital est formé par testicules, qui est lieu de protection des spermatozoïdes, et par des voies spermatiques, des voies qui véhiculent les spermatozoïdes. On a le canal, parmi ces voies, on a le canal déférent, celui-là. On a l'épidédyme qui se continue par le canal ou le conduit déférent. Le conduit déférent, il se termine par une dilatation qui s'appelle l'ampoule différentielle. Cette ampoule différentielle, elle va rejoindre une glande génitale qui est appelée vésicule séminale. L'union de ces deux éléments forme le conduit éjaculateur. Ce conduit traverse la vessie et s'ouvre dans l'urtère. Parce que chez l'homme, l'urètre, il s'ouvre dans l'urètre. L'urètre, c'est le conduit excréteur de l'urine. Il fait suite à la vessie. Il véhicule les urines de la vessie vers le milieu extérieur. Chez la femme, l'urètre, ça c'est pour chez les deux sexes. Chez l'homme, en plus, il a une fonction génitale. Il véhicule les spermatozoïdes, les urines, urètre, et il véhicule aussi les spermatozoïdes. C'est pour ça que ce canal déférent s'ouvre dans ce conduit éjaculateur qui va s'ouvrir dans l'urètre chez l'homme. Vous allez mieux comprendre ça lorsqu'on fera l'appareil génital masculin. Pour le moment, il faut juste tenir que le canal déférent est un conduit, est une voie spermatique qui véhicule, qui conduit les spermatozoïdes. Voilà, le conduit déférent. Il se termine par une dilatation qui s'appelle l'ampoule différentielle. Et ça, c'est des glandes génitales appelées vésicules séminales. Donc l'ampoule différentielle avec la vésicule séminale donne un conduit qu'on appelle le conduit éjaculateur. Ce conduit traverse la prostate et s'ouvre dans l'urètre. Ça, c'est pour le canal déférent. C'est un rapport supérieur de l'urtère. L'urtère, c'est la partie haute, c'est l'organe pair qui fait suite au bassinet. L'urètre, c'est un organe impair qui fait suite à la vessie. En bas, les rapports de l'urtère chez l'homme, on a le diaphragme pelvien. Le diaphragme pelvien, comme on avait le diaphragme qui sépare le thorax de l'abdomen, le bassin, la cavité pelvienne, a un orifice supérieur qui est le détroit supérieur et un orifice inférieur. Mais l'orifice inférieur, il n'est pas ouvert, il doit être fermé. Par quoi?
par un ensemble de muscles qui est le diaphragme pelvien. Il ferme en bas la cavité pelvienne, bien sûr, il livre passage, il est perforé, on trouve des orifices dans le diaphragme pelvien pour le passage des urines, des matières fécales et ainsi de suite. Ça c'est pour le diaphragme pelvien, c'est le diaphragme, le plan musculo-aponevrotique qui ferme en bas la cavité pelvienne et bien sûr il va soutenir les organes pelviens. En avant, regardez, en avant de l'urtère, on a la vessie, la base de la vessie. En arrière, on a les vésicules séminales, ce sont des glandes génitales, et le cul-de-sac de Douglas. Le cul-de-sac de Douglas qui sépare la vessie ou les vésicules séminales du rectum. Voilà pour les rapports avec les viscères. Je répète, voilà l'urtère. Il va vers la vessie. En avant duquel on trouve la vessie. En arrière, vésicule séminale et cul-de-sac de Douglas, celui-là. En bas, le diaphragme pelvien. Voilà le diaphragme pelvien. C'est un diaphragme qui ferme en bas la cavité pelvienne. Et en haut, le péritoine avec le canal déférent. Voilà les rapports ici. En haut, canal déférent avec le péritoine. En arrière, le cul-de-sac de Douglas, voilà le rectum, cul-de-sac de Douglas avec vésicule séminale. En bas, le diaphragme pelvien. Et en haut, le péritoine avec le canal déférent. Ça, c'est pour la partie pelvienne chez l'homme. Pour la partie pelvienne chez la femme, la partie pariétale c'est presque la même, sauf que ici, l'urtère est située en dehors du ligament large. Le ligament large. Chez la femme, le ligament large c'est quoi? C'est un ligament qui relie l'utérus à la paroi pelvienne. Il est formé par deux feuilles qui recouvrent ou qui tapissent chacune les faces antérieures et postérieures de l'utérus. Au bord latéraux de l'utérus, les deux feuilles vont se réunir et vont relier l'utérus à la paroi pelvienne. Je vous explique. Par exemple, ça c'est l'utérus. Il est tapissé par le péritoine. L'utérus il est situé dans la cavité pelvienne. Il est tapissé par le péritoine, en avant et en arrière. Au bord latéraux, ici et ici, les deux feuilles vont se réunir et vont relier l'utérus aux parois pelviennes de part et d'autre. Cette partie-là et cette partie-là, on l'appelle ligament large. Voilà ici, on a coupé l'utérus. Vous voyez juste les deux feuilles du péritoine, les deux feuilles du ligament large. C'est le ligament large. Il relie l'utérus qui est normalement placé ici à la paroi pelvienne. Voilà la paroi pelvienne. Et voilà l'urtère. Il est situé en dehors du ligament large. Chez la femme, le ligament large, c'est le péritoine. C'est le péritoine. Il recouvre, comme j'ai dit, tapisse les deux faces antérieures et postérieures de l'utérus. Puis les deux filles vont se réunir et vont relier l'organe qui est l'utérus à la paroi pelvienne. Ça, c'est le ligament large. Et voilà l'urtère. Quand vous voyez, l'urtère est située en dehors du ligament large. Donc, on a la cavité pelvienne
la paroi pelvienne avec l'artère iliaque interne ou l'artère hypogastrique avec ses branches et il dit en dedans desquels le ligament large. Donc ces éléments se trouvent en dehors du ligament large. On a l'urtère avec l'artère hypogastrique. Et ça, c'est le ligament large. Donc, on dit que l'urtère est situé en dehors. Et ça, c'est le dedans. On a le ligament large. Après, on a les organes pelviens. Vessie avec rectum et ainsi de suite. Voilà pour le segment pariétal. Donc, l'urtère est situé en dehors du ligament large. En dehors, les rapports sont les mêmes. Paroi pelvienne, os avec muscles et aponevrose bien sûr, l'artère iliaque interne et ses branches. Ici, l'urtère est placé en dedans de l'artère utérine. Il est placé en dedans de l'artère utérine. Donc l'artère iliaque interne, l'artère hypogastrique avec ses branches sont des rapports latéraux en dehors des rapports latéraux de l'urtère, y compris l'artère utérine. Donc l'urtère se place en dedans. On peut dire que l'artère utérine est située en dehors de l'urtère, ou l'urtère est placé en dedans de l'artère utérine. C'est la même chose. Et le nerf obturateur. Pour les rapports pariétaux, chez l'homme et chez la femme sont presque les mêmes. Paroi pelvienne, artère iliaque interne avec ses branches, bien sûr, on a des différences entre les femmes et la femme et l'homme. On avait l'artère génito-vésicale, ici on a l'artère utérine. Le nerf obturateur, c'est le même pour les deux sexes. En dedans, la même chose. Il répond, l'urtère, il est chez la femme, il répond au rectum, séparé par le cul de sac pararectal. Le même principe que chez l'homme. Le segment viscéral. Le segment viscéral, l'urtère se dirige obliquement, voilà, ça c'est l'utérus, le vagin. Normalement, juste en avant de lui, on trouve la vessie. Elle est coupée ici, on ne la voit pas. Imaginez que la vessie se trouve ici. Voilà, sa situation juste en avant du vagin. L'urtère se dirige obliquement et en avant et en dedans. Voilà. Il est en rapport avec l'artère utérine qui passe en avant de lui. L'artère utérine était en dehors. Puis, elle le croise et passe en avant de lui pour rejoindre l'utérus, artère utérine. Elle va vers l'utérus. C'était un rapport latéral. On a dit que l'urtère est placée en dedans de l'artère utérine. Elle était en latéral, puis elle passe en avant de lui, comme vous voyez. Ça, c'est un rapport très important, surtout lors de la chirurgie gynécologique, spécialement l'hystérectomie, qui est l'ablation de l'utérus. Comme j'ai dit, donc l'artère utérine, elle passe en avant de l'urtère et se dirige vers l'utérus. Regardez, elle donne des branches pour irriguer l'utérus. L'artère vaginale longue, c'est une branche aussi collatérale de l'artère hypogastrique, l'artère iliaque interne. Elle passe en arrière de l'urtère et elle passe en arrière de l'urtère et elle va rejoindre l'artère vaginale, elle va rejoindre le vagin. Regardez, l'urtère, il se trouve coincé dans une pince formée par l'artère utérine en avant et l'artère vaginale longue en arrière. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire attention lors de la chirurgie pelvienne en général, spécialement la chirurgie gynécologique et spécialement l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est l'ablation, on enlève totalement hystérectomie. Ectomie, c'est enlever, l'ablation. Hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. Logiquement, lorsqu'on enlève l'utérus, on va toucher à l'artère utérine.
L'artère utérine a un rapport important, intime. C'est une véritable menace pour l'urtère. Regardez, l'urtère, il est placé déjà il est coincé entre les deux artères. Donc, voilà, lors de l'hystérectomie, il faut faire très attention à l'urtère. Les rapports sont intimes, sont très importants. Voilà pour le rapport pour l'homme. Pour la femme, le rapport le plus important, c'est celui-là. Les deux artères vaginales longues en arrière et l'artère utérine en avant. Donc là, les deux sont des branches collatérales de l'artère hypogastrique, l'artère iliaque interne. La vaginale longue, elle passe en arrière et elle va se diriger vers le vagin. Et l'artère utérine, elle passe en avant de lui et se dirige vers l'utérus. C'est bon, on a terminé avec la portion pelvienne chez l'homme et chez la femme. On passe à la dernière partie qui est la partie vésicale. Pour la partie vésicale, c'est simple. L'urtère traverse obliquement la paroi vésicale, la paroi de la vessie. Il s'abouche dans le méa urétéral. Il traverse, la partie vésicale, elle est réduite, juste un petit segment. Il traverse l'urtère à droite comme à gauche. La paroi, la vessie, elle est en avant de lui. Il la traverse sa paroi et s'ouvre, il s'abouche par le méa urétéral. On a deux méas urétéraux, situé à 1 cm de la ligne médiane. Voilà la ligne médiane de la vessie, la ligne qui divise la vessie en deux parties symétriques. Le méa urétéral est situé à 1 cm de la ligne médiane. Les deux méas urétéraux forment ou délimitent avec le méa interne ou l'orifice interne de l'urètre le trigone vésical de Lyoto. Le trigone vésical de Lyoto. Ici, on a au niveau de la vessie 3 orifices. Les deux orifices, l'abouchement des deux urtères, les deux orifices urétéraux, avec l'orifice interne de l'urètre, qui est un conduit excréteur de l'urine aussi, de la vessie vers le milieu extérieur. Donc les trois orifices font, comme vous voyez, un triangle qui s'appelle le trigone vésical de Lyoto. Voilà pour les rapports du segment vésical. Il traverse la paroi, il s'abouche au niveau des méas urétéraux, et puis c'est oui, donc la paroi postérieure, bien sûr. On passe à la vascularisation. Les artères, de haut en bas, elles proviennent successivement des artères rénales. Les artères rénales, elles vont irriguer les reins et en même temps donner des branches pour les urtères. Bien évidemment, la partie lombaire, les parties hautes des urtères. Les artères gonadiques, testiculaires et ovariennes, c'est des rapports pour les urtères. En même temps, ils participent à l'irrigation des urtères. Artères iliaques, communes et internes, communes. Les artères iliaques aussi, ce sont des rapports et en même temps, ils vont irriguer les urtères. L'artère génito pour l'iliaque interne, on a la génitovésicale chez l'homme et l'utérine chez la femme. Ces artères sont en même temps des rapports intimes de l'urtère et ils vont irriguer les urtères. Donc on a rénal en haut, gonadique, iliaque commune. Pour l'iliaque interne, on a l'artère génitovésicale chez l'homme et utérine chez la femme. L'artère utérine, elle est destinée à l'utérus. En même temps, elle irrigue l'urtère, surtout la partie pelvienne de l'urtère. Pour les veines, la vascularisation veineuse est calquée sur les artères. Les veines sont souvent grêles. Elles gagnent les veines rénales, les veines gonadiques, calquées, c'est symétrique. C'est parallèle, pardon. Les veines iliaques internes et leurs affluents.
On a les artères dans des branches collatérales, les veines reçoivent des affluents. Le drainage lymphatique, ils sont tributaires des nœuds lymphatiques latéro-aortiques. Ils se drainent dans l'artère, ils se drainent dans les nœuds lymphatiques ou les ganglions lymphatiques latéro-aortiques, de part et d'autre de l'aorte, abdominale bien sûr, iliaque commune et iliaque interne, et iliaque externe. Iliaque externe et iliaque interne. Donc le drainage lymphatique se fait dans les ganglions lymphatiques latéro-aortiques qui accompagnent de part et d'autre l'aorte abdominale, iliaque commune et interne et iliaque externe, les ganglions qui vont accompagner les artères, iliaque commune, interne et externe. L'innervation, les nerfs urétériques proviennent du plexus rénal, bien sûr sympathique et parasympathique, la constitution. Plexus testiculaire, un plexus testiculaire, donc un plexus, un réseau nerveux qui innerve les testicules, en même temps il innerve les uretères. Et le plexus hypogastrique, comme on avait un plexus solaire au niveau de l'abdomen pour l'irrigation des organes abdominaux, on a un plexus hypogastrique au niveau de la région pelvienne qui irrigue les organes pelviens, parmi eux ici la partie pelvienne de l'urétère. Pour l'innervation, assurée par trois plexus rénal, testiculaire et hypogastrique. On va voir quelques anomalies. Donc, elles sont extrêmement fréquentes, les anomalies des uretères. Il peut s'agir d'un uretère double. Normalement, on a un uretère par rein qui s'abouche, il va se déboucher au niveau de la vessie. Parfois, on a un uretère double. On a deux uretères qui vont s'aboucher soit par un seul orifice au niveau de la vessie, soit par chacun par son propre orifice. C'est des variations, des variétés anatomiques qui peuvent exister. On peut avoir un abouchement ectopique. Ectopique, c'est-à-dire anormal. Hors de la situation normale. Normalement, l'uretère s'abouche dans la vessie, comme vous voyez. Il peut s'aboucher dans le vagin. Ça, c'est l'utérus et le vagin chez la femme. Il peut s'aboucher dans l'urètre, directement dans l'urètre, comme il peut s'aboucher dans le diaphragme pelvien. On peut avoir aussi des uretères croisés. Ils vont croiser les gros troncs vasculaires. Regardez, ils se croisent, puis ils vont se réunir et se jettent dans sa bouche, dans la vessie. C'est des anomalies qui peuvent exister. Les points importants, le rapport dans la région lombaire, si vous voyez, si vous vous rappelez, avec les rapports postérieurs, psoas iliaque et le nerf génitocrural. C'est un nerf sensitif. Il faut faire attention lors de la chirurgie portée sur l'uretère au niveau de la région lombaire. Donc il faut faire attention au nerf génitocrural. Donc on a des rapports importants au niveau de la région lombaire. C'est le nerf génitocrural, c'est des rapports postérieurs. Rapport avec l'appendice, les rapports latéraux, à droite avec l'appendice et le côlon ascendant et à gauche avec le côlon descendant. Rapport avec l'appendice de la possibilité de symptomatologie urinaire lors d'appendicite. L'appendicite qui est l'inflammation de l'appendice. Elle se manifeste généralement par une douleur de la FID, de la face iliaque droite, le siège fréquent de l'appendice, avec une fièvre bien sûr et une perturbation du bilan
On a une élévation des globules blancs et ainsi de suite. Mais comme on peut avoir, c'est rare, mais ça peut exister des symptomatologies urinaires, c'est-à-dire des signes urinaires, comme des brûlures, comme des douleurs urinaires, lors d'appendicite, vu le rapport avec de l'urtère avec l'appendice. Lorsqu'on a une inflammation de l'appendicite, elle peut se propager vers l'urtère. Croisement des artères pour la portion iliaque. Artère iliaque commune pour l'urtère gauche, comme je vous ai montré tout à l'heure, avant la bifurcation, et l'artère iliaque externe pour le droit, l'urtère droit. On a dit pour les rapports, on a entamé les rapports postérieurs, on a dit qu'ils croisent les vaisseaux iliaques. Mais avec plus de précision, à droite, ils croisent les vaisseaux iliaques après la bifurcation. À droite, ils croisent l'artère iliaque externe. À gauche, ils croisent les vaisseaux iliaques avant la bifurcation. À gauche, ils croisent l'artère iliaque commune. Donc, il faut faire aussi attention lors de la chirurgie du carrefour aortique. Lors de la chirurgie portée sur les vaisseaux, sur les artères, il y a commune externe, il y a les artères en général à ce niveau-là, il y a commune ou il y a externe. Il faut faire attention à l'urtère aussi, vu le rapport intime. Et le rapport le plus important, comme je vous ai dit tout à l'heure, chez la femme, croisement des urtères avec les artères utérines. Les artères utérines passent en avant des urtères. Il faut faire attention lors des hystérectomies. L'hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie.